Pour Amal Matar, le chemin vers l'épicerie de quartier s'apparente souvent à un calvaire. Les prix augmentent sans cesse. Depuis le début de la crise, il y a 2 ans, la monnaie a perdu 90% de sa valeur. Avec 10 000 livres, on pouvait acheter 4 kilos de cuisses de poulet. Avec 10 000 livres, on avait un demi-kilo de viande aussi. 4 sacs de pain. Aujourd'hui, avec 10 000, tu ne peux rien acheter. Bonjour, tu peux me mettre un demi-plateau d'œufs? 20 000. Le demi-plateau? Le plateau est passé à 40? Oui. Incroyable. 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 Et la situation empire de jour en jour. Tu le vois de tes propres yeux. Le magasin est à moitié vide et les gens n'achètent rien. Ça fait 6 500. Elle est à combien la tomate? 7 000. 7 000, et là j'ai moins d'1 kilo. Et le pain est passé à combien? Aujourd'hui, 3 500. Il est passé à 3 500. Entre fin juin et fin août, le pain a augmenté de 28%. Le pouvoir d'achat des Libanais s'érode un peu plus chaque jour. Leur morale aussi. La vie devient très difficile, déprimante. Amal Matar et sa famille vivent au-dessus d'un des nombreux groupes électrogènes qui, faute de carburant, ne peuvent plus suppléer les carences d'électricité du Liban que quelques heures par jour. Amal vit avec son frère aîné militaire en retraite, la femme de celui-ci et leur petit garçon de 2 ans et demi. Ça, ce sont des repas donnés par l'église Saint-Doumite. On a eu à manger aujourd'hui. Grâce à Dieu, il nous en reste pour demain. Il y a aussi une association qui nous donnera à manger demain. Sans les associations et sans les gens charitables, ce serait un sacré problème. La famille vit grâce à la pension militaire de Hana. 1 million de livres libanaises, l'équivalent de 565 € avant la crise, 45 aujourd'hui. Amal a perdu son travail il y a 2 ans. On n'allait jamais voir les associations, on était très à l'aise financièrement. Le dollar n'était pas encore monté à ce point et ce que l'on gagnait nous suffisait grâce à Dieu. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Ici, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On est des morts vivants. Notre âme est morte et notre corps est vivant, en théorie. C'est pas facile de garder de l'argent pour acheter des médicaments. Mais si tu arrives à mettre de côté 20 ou 30 000 pour une boîte de médicaments, quand tu arrives à la pharmacie, ils n'ont pas le médicament. Tu fais le tour des pharmacies, il n'y a pas de médicaments. À l'hôpital Saint-Georges, l'un des plus importants de Beyrouth, c'est le même constat. Au service des urgences, la pharmacie se vide un peu plus chaque jour. Jusqu'à présent, ça va. Mais on a des ruptures pour certains médicaments. On essaye d'apporter les meilleurs soins aux patients. Il n'y a pas de danger pour les patients? Non. L'hôpital, en pleine reconstruction après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait ici 37 morts, doit affronter de nombreux défis. Le départ des médecins vers l'étranger, 20% d'entre eux sont déjà partis, la pénurie de carburant pour les groupes électrogènes et bien sûr les difficultés d'approvisionnement en médicaments. On manque de quelques produits anesthésiques, mais nos anesthésistes arrivent à endormir les patients et à faire les chirurgies qu'il faut en utilisant d'autres médicaments qui existent. Donc on arrive toujours à jongler entre ce qui est présent et ce qui est absent pour l'instant. Mais si ça continue comme ça va être plus difficile. Il va falloir trouver au marché noir des médicaments où il faudra trouver aussi l'argent nécessaire pour les payer. La Suisse du Moyen-Orient, qui a tiré l'argent de la diaspora en proposant des taux d'intérêt imbattables, est aujourd'hui exsangue. Les caisses sont vides, le pays manque de tout. Devant les stations-service, les automobilistes attendent parfois des heures pour une dizaine de litres. 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La famine menace. C'est une population qui a faim. C'est une population qui voit la tension sectaire monter. Vous avez tous les ingrédients, n'est-ce pas, d'une guerre civile de nouveau. C'est l'existence même du Liban qui est en jeu. Parce que l'État
l'État libanais n'a plus les ressources pour subsister. Nous sommes en chute libre, il n'y a pas de parachute. Et s'il y avait un parachute, un programme avec le FMI, il n'y a personne pour l'ouvrir. Je vois mal le Liban sortir de la crise dans la forme qu'il avait avant. Faute d'État, les associations viennent en aide aux plus fragiles. Beit El Baraka, qui soutenait au départ uniquement les retraités, voit le nombre de ses bénéficiaires se multiplier. Pour Maya Ibrahim Shah, la fondatrice de l'association, la situation actuelle est la conséquence de l'incurie de la classe politique en place depuis la fin de la guerre civile. Malgré tout, elle garde espoir pour son pays. C'est le début de la fin pour cette mafia et je suis très optimiste. C'est très difficile. Nous passons par une situation qui est quand même extrêmement difficile et extrêmement effrayante pour une grande catégorie de Libanais qui sont surtout les personnes âgées et les personnes qui ont un bébé. Mais on va s'en sortir, on va y arriver. Alors là, on a un exemple parfait de la corruption, l'électricité du Liban, EDL, l'institution corrompue par excellence. Ça fait 12 ans, par exemple, qu'on nous parle de... Ah voilà, c'est revenu. Tous les fins de mois, vous devez payer 2 factures d'électricité, parce que vous avez l'électricité du Liban, puis vous avez l'abonnement générateur. Le plus important, c'est que ma fille reste, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Ce jour-là, Maya reçoit Bernard Sader, l'un des bénéficiaires. Malgré une carrière dans le marketing à l'étranger, sa retraite est difficile. Des crises, j'en ai vu. La guerre civile, je l'ai vécue. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais une crise aussi intense, aussi grande, dans un très court moment, non, pas ça. Pas ça. Ça, je ne l'ai jamais vu. Et je me souviens, je n'ai pas honte de le dire. Je me souviens, je regarde cette dame, je lui dis, j'ai peur. Elle me dit de quoi? J'ai dit de devenir homeless, STF. Dans les montagnes de Hartaba, à une 50aine de kilomètres de Beyrouth, les agriculteurs de Beit El Baraka travaillent pour l'avenir. Ils moissonnent le salamoun, une variété de blé libanaise. Un tout petit pas sur le long chemin de l'indépendance alimentaire du pays. C'est un peu des mauvaises décisions politiques et économiques sur les dernières 30 années qui nous ont menés jusqu'aujourd'hui. On importe la majorité de notre bouffe au lieu de la planter. Et nous, on essaie de prendre le chemin contraire, de replanter ce qu'on mange, l'essentiel. Hein. Les récoltes sont distribuées aux victimes de la crise économique. Les terrains sont mis à disposition de l'association par des particuliers. En échange, Beit El Baraka nettoie et remet en état. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour eux, pour nous qui travaillons et pour les bénéficiaires de Beit El Baraka. Retour à Beyrouth, dans un quartier résidentiel. Stéphanie Maklouf travaille depuis quelques mois comme concierge dans cet immeuble. Elle et son mari ont perdu leurs emplois au début de la crise. Ils ont dû quitter leur appartement et se résoudre à cette nouvelle vie. Ma vie a beaucoup changé. Je ne suis pas bien dans ma peau, je ne suis pas heureuse. C'est de la fatigue psychique, de la fatigue physique. Quand je regarde ma fille comme ça, je me dis, qu'est-ce que ses copains vont dire d'elle? Stéphanie ne reçoit pas de salaire, elle bénéficie juste de ce petit logement. Avec sa fille handicapée qui ne peut pas avoir de soins, faute de budget, elle a perdu tout espoir. Même celui né au moment de la révolte sociale de 2019. Nos parents se disaient que ça allait s'arranger. Nous, aujourd'hui, on se dit que ça va s'arranger et puis nos enfants vont faire pareil. Non, ça ne s'arrangera pas. Il vaut mieux qu'on parte parce que ça ne s'arrangera pas. Tant que les politiques se mangeront le bec et que les révolutionnaires se feront réprimer, ça ne marchera pas. Dans un Beyrouth en pleine reconstruction, les équipes de l'association Beit El Baraka, après avoir remis en état plus d'une centaine d'appartements, s'attaquent aux façades et à l'embellissement de ce quartier.
Les travaux sont supervisés par de jeunes architectes libanais qui, eux, ont fait le choix de rester au pays. C'est grave, mais on a espoir pour le futur, pour notre Liban. Ce n'est pas le Liban que nous souhaitons, mais on va travailler pour le faire. Ouais. Vous comptez rester ici? Vous avez envie de partir à l'étranger? Non. Non, on reste ici pour reconstruire le Liban, notre Liban. À notre image. Pour arrondir ces fins de mois, car il n'y a pas de système de retraite au Liban, Bernard Sader, que nous avions rencontré chez Beit El Baraka, s'adonne à la calligraphie. Il organise des ateliers, vend ses œuvres dans des expositions. Avec l'expérience, on apprend à vaincre le trac de la page blanche. Mais pour Bernard et pour la frange des Libanais qui vivaient plutôt confortablement, la crise est venue tout bouleverser. On se prive de viande parce que c'est devenu impayable. Mais dans un pays aussi de 200 km, pourquoi le poisson est aussi cher? Parce que le pêcheur a besoin d'acheter son pain, a besoin d'acheter son essence. Donc, l'effet de l'hyperinflation, oui, va nous priver et nous a privés de beaucoup de choses. On est laissé à nous-mêmes, bon, on se bat. Mais à travers mes ateliers de calligraphie, j'achète mon pain quotidien. Si je vends un tableau, je m'achète un gâteau. Voilà. Après plus d'un an de vacances, le Liban vient enfin de se doter d'un gouvernement. 24 ministres, 12 chrétiens, 12 musulmans et une feuille de route limpide, tenter de sauver de l'effondrement un pays qui s'enfonce de jour en jour dans la pauvreté.